Bonsoir à tous, je suis très heureux de me retrouver devant vous ce soir pour aborder un sujet qui est quand même assez compliqué. Parce que on est tout de suite plongé lorsqu'on aborde la question de la masculinité, de la féminité, sur un sujet qui est éminemment émotionnel, éminemment passionnel, parce que ça touche à quelque chose de l'ordre de l'identité. Et j'ai choisi volontairement de faire ce titre un peu provoque, Hommes et femmes existent-ils à travers le prisme de la construction sociale. Alors, je vais premièrement faire un historique de comment on en est venu à se poser la question aujourd'hui, parce que c'est une question qui est tout à fait neuve. Vos grands-parents ne se la posaient pas, et puis même les générations passées ne se la posaient pas vraiment comme ça. Et donc j'ai voulu refaire un petit historique parce que ces questions-là se sont posées dans un cadre très particulier. Et si on n'a pas connaissance de ce cadre-là, eh bien malheureusement, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il en est de cette problématique. Après avoir fait ça, je verrai que la question de la sexualité et de l'identité sexuelle est une question qui est très complexe parce qu'elle engage plusieurs réalités. Et enfin, on va essayer de voir ce qui est le fondement de l'identité sexuelle. Alors, n'attendez pas de moi un discours partisan, parce que je suis un philosophe, donc je n'ai malheureusement pas de discours partisan, si ce n'est le discours que je pense le plus proche de la vérité. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à privilégier davantage ce que je considère comme être vrai. Et parfois, la vérité n'est pas aussi simple qu'on l'aimerait, c'est-à-dire qu'elle a tendance à être un peu moins binaire que ce qu'on pourrait s'attendre, et à être un peu plus complexe. Voilà, mais je pense que de toute manière, ça ne peut que nous faire du bien d'être un minimum informé par ce que la réalité est. Alors, sexualité et construction sociale, il faut comprendre que, à l'origine, si je puis dire, on a eu pendant très longtemps une conception qui visait une conception binaire de la sexualité. C'est-à-dire qu'on allait tout de suite, lorsqu'on commençait à réfléchir sur la sexualité, on allait tout de suite sur deux polarités, le mâle et la femelle. Jusque-là, c'est assez simple, on ne se pose pas trop de questions. Le mâle étant l'individu qui possède tout un appareil reproducteur masculin, et la femelle étant un individu qui a un appareil reproducteur féminin. Pendant longtemps, en fait, on a eu cette conception-là, et cette conception va voler en éclats à cause d'une préoccupation que certains sociologues vont avoir. Et ça va commencer au 19e siècle avec un certain Karl Heinrich Ulrich. Je suis Ulrich von Sieben, vous connaissez. C'est l'idée d'un troisième sexe. En fait, Karl Heinrich Ulrich va se rendre compte que dans certaines sociétés, il y a des âmes de femmes dans un corps d'homme et des âmes d'hommes dans un corps de femmes. Je ne fais que citer ce qu'il décrit. Et c'est vu à l'époque, cette chose-là, c'est vu à l'époque comme quelque chose de pathologique, c'est-à-dire comme une maladie. Il y a un trouble qui se fait dans l'identité sexuelle. On le voit, les deux polarités se retrouvent avec une troisième possibilité, donc le mâle, la femelle, et puis le mâle-femelle et la femelle-mâle, comme pathologie. Vous comprenez bien qu'en fait, à partir de cette idée, à partir de cette époque-là, on va commencer à se dire, mince, mais en fait, l'identité sexuelle semble être un peu plus complexe, parce qu'elle admet une dimension qui est psychologique. Psychologique au sens de la psychologie d'antan, psychologos, psyché-logos, le discours sur l'âme. Eh bien, il y a une difficulté à saisir ce qu'est l'identité sexuelle dès lors qu'on l'envisage comme une pathologie mâle-femelle et femelle-mâle. Alors ça ne va pas s'arrêter là, puisque en 1935, Margaret Mead, qui est de son côté avec une orientation sexuelle qui est plutôt lesbienne, va découvrir qu'il existe dans toutes les sociétés un rôle sexué. C'est-à-dire qu'on a la première polarité, mâle, femelle, et en plus, chaque société va investir cette polarité mâle et femelle d'une certaine manière. Le 19e, par exemple,
le mâle, eh bien, il travaille et puis il fait la guerre. La femelle, elle travaille pas et elle fait la vaisselle. Ou trouver autre chose, vous voyez, mais en tout cas, quelque chose qui est toujours très valorisant pour les femmes dans ce siècle-là. Et en fait, Margaret Mead va distinguer la question du rôle sexué et la question de la sexualité au sens d'organe reproducteur. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une identité sexuelle un petit peu plus complexe, puisqu'on va avoir les organes reproducteurs mâles, femelles, et le rôle sexué, qu'on va appeler au bout d'un certain moment le sexe social. Tout ceci va faire l'identité d'une personne au niveau sexuel. Ça ne va pas s'arrêter là, puisque en 1950, un certain John Money va travailler la question de la, entre guillemets, reconversion sexuelle. C'est les jumeaux Reimer. Alors pour vous expliquer un petit peu, les jumeaux Reimer, donc il y a David et son frère, et au moment de la circoncision de David, eh bien David va avoir tout le pénis carbonisé à cause du bistouri électrique. Donc toute la famille est complètement embêtée puisqu'on se retrouve avec l'un des jumeaux qui n'a plus d'organes reproducteurs masculins. John Money arrive et dit « Ne vous en faites pas, vous allez l'éduquer comme une petite fille, et puis au moment de l'adolescence, on lui fera une vaginoplastie, et finalement on va lui faire se reconvertir sexuellement. » Alors, les parents Reimer vont éduquer David, qu'ils vont appeler Brenda, comme une petite fille, sauf que Brenda, au moment de l'adolescence, refuse la vaginoplastie. Manque de bol, parce que résultat, on se retrouve avec quelqu'un qui ne veut pas avoir d'organes reproducteurs féminins, ou en tout cas un semblant, un ersatz de ce genre de choses, et en même temps, n'a pas d'organes reproducteurs masculins. Et donc on se retrouve avec quelqu'un qui n'a que l'éducation, qui n'a que le rôle social que l'on a fait, qu'on lui a enseigné toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va découvrir une troisième dimension à l'identité sexuelle qu'on avait déjà aperçue au tout début avec Karl Heinrich Ulrich, c'est la dimension du sexe psychologique. Mais plus au sens du discours sur l'âme, mais psychologique au sens moderne, à savoir la conscientisation de ce que j'ai, de ce que je suis. Donc on a les organes reproducteurs mâle-femelle, le sexe social, les rôles sociaux qui suivent le sexe que j'ai selon la culture que j'ai, et le sexe psychologique, c'est-à-dire ma manière de conscientiser mon rôle social et mes organes génitaux. Alors, pour le cas de Brenda, l'histoire termine un petit peu là parce que Brenda David, enfin on ne sait pas trop comment l'appeler, résultat, va se suicider. Donc résultat, laissant la question là. Bon, faut imaginer que cette pauvre personne se retrouvait quand même dans une situation qui était très très compliquée au niveau existentiel. Faisons suite à cela, on va avoir en 1964 un certain Robert Stoller qui va rajouter à toute cette identité sexuelle une autre dimension qu'on avait un peu oubliée, savoir la dimension de l'orientation sexuelle. Alors, pourquoi ça rajoute quelque chose? C'est que pendant longtemps, on pensait que parce qu'on avait un sexe masculin, on était nécessairement attiré et orienté sexuellement à un sexe féminin. Cependant, il y a le sexe social qui arrive ici. Et donc on se rend compte qu'il y a une culture qui a intégré ce genre d'attirance. Mais en plus, il y a le sexe psychologique, donc c'est-à-dire ma capacité à prendre en compte ma culture et puis mes organes. Et en plus s'ajoute à ça l'idée de l'orientation sexuelle. Il y a des femmes qui sont attirées par d'autres femmes et des hommes qui sont attirés par d'autres hommes. Donc on se retrouve avec une identité sexuelle à 4 polarités, l'organe, le sexe social, le sexe psychologique et l'orientation sexuelle. S'ajoute à cela, vous voyez, on est en 1964, on est quand même pas très loin de notre époque, mais en fait, ça s'est fait très rapidement. En 1975,
Cherry Ortner va déclarer que le sexe, ce qu'on appelle le sexe, est une affaire de représentation. Ce qu'on appelle représentation, c'est davantage dans du langage psychologique, c'est le fait que nous avons tendance à nous manifester, à fantasmer, à imaginer une certaine réalité au sexe. Alors, résultat, on se retrouve avec la polarité mâle-femelle, le sexe social et le sexe psychologique qui deviennent une représentation. Vous ajoutez à cela l'orientation sexuelle, donc représentation du sexe plus orientation sexuelle, ça fait l'identité sexuelle. Vous voyez, pour ces personnes-là, tout ce qui était sexe organique, sexe social et sexe psychologique sont en fait de l'ordre de la représentation. Et la chose qu'on le conjoint, c'est l'orientation sexuelle. S'ajoute à cela, parce que cet historique, vous voyez, est assez successif. En 1988, Scott va déclarer, et ça c'est très très important, il faut que vous le compreniez parce que c'est essentiel pour comprendre les mouvements féministes actuels, pour comprendre toutes les revendications de genre, etc. qu'on a aujourd'hui. Il va déclarer que la femme et l'homme sont des classes sociales. Attention, ce qu'on appelait une classe sociale concernait un groupe de personnes qui étaient unies par les mêmes intérêts sociaux. Pendant longtemps, la femme et l'homme n'étaient pas considérés comme des classes sociales parce qu'il y avait des femmes pauvres, des femmes riches, des hommes pauvres, des hommes riches, des hommes dans le secteur tertiaire, des hommes dans le secteur primaire, des hommes dans le secteur secondaire, et pareil pour les femmes. Et donc, on ne pouvait pas imaginer une même revendication de classe. Puisque la femme bourgeoise n'allait pas revendiquer la même chose que la femme prolétaire, et l'homme, chef d'entreprise, n'allait pas revendiquer les mêmes choses que le paysan. Et pourtant, en 1988, on se met à se représenter, donc vous voyez, c'est une affaire à nouveau de représentation, on se met à se représenter l'homme et la femme comme des classes sociales. Et ainsi, il va falloir revendiquer des choses au niveau politique et au niveau social en raison du fait que je suis une femme et en raison du fait que je suis un homme. Et donc, la réalité de ce qu'est l'homme et la femme devient une réalité politique. Résultat, le sexe social devient l'identité. Il va y avoir une cristallisation de ce que la culture va dire de votre sexe autour de votre identité. Ou plutôt, ça va être ça qui va devenir votre identité. Et à cette époque-là, en fait, on va avoir une espèce de bascule dans le fait qu'il va falloir revendiquer son identité. Avant, la question de l'identité n'avait pas besoin d'être revendiquée. On ne revendiquait pas le fait d'être femme ou le fait d'être un homme. C'était pas possible de revendiquer ce genre de choses, ça n'avait aucun sens en fait. Tout le monde était d'accord sur le fait que vous étiez un homme, vous étiez une femme, ou que vous étiez, si vous souhaitiez être homosexuel, vous étiez homosexuel, si vous souhaitiez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, il va falloir faire en sorte que, de la même manière que l'ouvrier va manifester pour qu'on reconnaisse son statut d'ouvrier, de la même manière, les femmes doivent manifester pour qu'on reconnaisse leur statut de femme, les hommes doivent manifester pour qu'on reconnaisse leur statut d'homme, les homosexuels doivent manifester pour qu'on reconnaisse leur statut d'homosexuel, et ainsi de suite. Ça, c'est à partir de 1988. Et ensuite, on arrive en 1990 avec Judith Butler, qui va être la grande... si on peut dire ça, l'inventeur de la théorie du gender. Attention, ne dites pas la théorie du genre, même si là, moi, je parle en français, j'ai mis le genre assigne un sens aux différences sexuelles. En fait, c'est la théorie du gender, parce que le mot genre en français n'a pas la même étymologie que le mot gender en anglais. Et donc ne renvoie pas tout à fait à la même réalité. Bref, toujours est-il, ça c'est du détail. Mais toujours est-il que Judith Butler, dans un livre qui s'appelle Troubles dans le genre, va montrer que le genre, et on va voir ce que c'est, assigne un sens aux différences sexuelles. C'est-à-dire que les différences sexuelles n'ont pas de réel sens, n'ont pas de réelle compréhension, n'ont pas de vraie réalité, en fait, si ce n'est par le sens qu'on va leur assigner. Et là, on va le voir,
c'est que le genre, c'est la détermination sociale de ma sexualité combinée à mon sexe psychologique. Et cette détermination sociale va faire l'identité sexuelle. Et donc on se rend bien compte qu'entre Scott et Butler, il y a un même combat, c'est que c'est la lutte qui me permet l'avènement de mon identité sexuelle. Je dois m'affirmer comme étant tel ou tel. Donc c'est-à-dire homme, femme, homosexuel, trans, et puis ensuite vous déclinez toutes les autres identités qui vont survenir petit à petit. Donc l'identité sexuelle va être prise entre trois grandes réalités, en fait. Alors, avant trois grandes réalités, on va avoir 4 réalités, pour résumer. Vous avez le sexe, attendez, je me décale, voilà, le sexe chromosomique. Donc X, Y. Il peut y avoir des anomalies au niveau chromosomique, 3 chromosomes X par exemple, ou 2 chromosomes X mais dont un qui est un petit peu abattardi, etc. La plupart du temps, l'enfant n'est pas viable en fait, lorsque le sexe chromosomique est mal déterminé. Mais ça peut se passer, et souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une détérioration, quand il y en a une, au niveau du sexe gonadique. Donc ça c'est le deuxième aspect, le sexe gonadique, vous voyez, c'est ce qu'il y a là. C'est en fait les gonades, c'est ce qu'on appelle les organes génitaux. Et donc il y a le sexe chromosomique et le sexe gonadique. Il peut y avoir des anomalies au niveau du sexe gonadique, c'est-à-dire par exemple les deux sexes qui se développent, ou alors un sexe qui se développe et un autre qui est atrophié, ou alors une absence de sexe au niveau des organes génitaux. Voilà, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a une troisième réalité, le sexe social. C'est les rôles sociaux relatifs au sexe. Et cela, ils dépendent de la culture. Ensuite, on a le sexe psychologique. Alors, c'est comment j'intègre mon corps et les rôles sociaux au niveau de ma psychologie. Et enfin, une cinquième chose, c'est l'orientation sexuelle. Ce vers quoi mon désir m'oriente. Donc vous voyez que l'identité sexuelle se retrouve traversée de 5 faisceaux, et résultat, quand on commence à parler de l'identité sexuelle, la plupart des personnes ne vont considérer que l'une ou l'autre de ces choses-là, alors que tout en fait partie. Alors on va voir que la situation actuelle, c'est que notre identité sexuelle, et la question des identités sexuelles, est constamment dans une espèce de toupie infernale entre 3 réalités. Le sexe biologique, le sexe psychologique et le sexe social. Et c'est-à-dire que certaines personnes vont tout miser sur le sexe social, en disant que mon identité sexuelle n'est que quelque chose qui m'est culturel, en fait. Des personnes ne vont viser que le sexe psychologique. Je me sens homme, je me sens femme, je me sens autre, etc. Et d'autres personnes ne vont viser que le sexe biologique, et savoir tout ce qui est chromosomique et gonadique. Comme, en fait, on se retrouve avec d'énormes tensions entre toutes ces identités sexuelles, qui polarisent sur l'un ou l'autre des aspects, eh bien on va appliquer une super technique, et c'est pour ça que c'était important de connaître un petit peu ce que pensait Scott, parce que Scott a une idée que l'identité sexuelle est relative à une identité sociale. Or, il y a un penseur qui a énormément travaillé la question de la lutte sociale, et c'est Marx. Marx a énormément travaillé la question de la lutte des classes, les bourgeois contre les prolétaires contre les bourgeois. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de lutte entre le bourgeois et le prolétaire, il faut que vous détruisiez la nature du bourgeois et la nature du prolétaire. Et donc que vous arriviez à une classe moyenne, où il n'y a plus de bourgeois, il n'y a plus de prolétaires, donc il n'y a plus de lutte. Eh bien, sexe biologique, sexe social, sexe psychologique, il va falloir trouver un terme qui absorbe toutes ces réalités
et en même temps qui anesthésie la nature de ces choses-là. Et en fait, c'est le quatrième terme dont on avait parlé, à savoir, le cinquième terme dont on avait parlé, pardon, à savoir l'orientation sexuelle. Et donc aujourd'hui, la question de l'identité sexuelle se cristallise autour de l'orientation sexuelle. Parce que dès lors que vous allez commencer à parler du sexe biologique, on va vous traiter de réductionniste à la nature, à ce genre de choses, etc. Dès lors que vous allez parler que du sexe social, vous allez être dans un relativisme complet. Dès lors que vous allez être dans le sexe psychologique, vous allez être dans un individualisme complet. Or, qu'est-ce qui peut vous permettre d'être à la fois dans l'individualisme, à la fois dans un certain relativisme, et à la fois qui honore votre dimension organique? Eh bien, c'est l'orientation sexuelle. Et donc, les personnes ne vont se définir sexuellement que par leur orientation sexuelle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque vous parlez de lutte pour les identités sexuelles, vous allez avoir la première association qui vient, la première association qui vient, ça va être LGBT. Lesbiennes, gays, trans, etc., qui va accentuer davantage la question de l'orientation sexuelle avant de travailler la question du sexe psychologique, du sexe social ou du sexe biologique. Je suis passé un petit peu vite sur Marx, je le reconnais. Pour bien comprendre la question avec Marx, Marx considère que pour empêcher que des réalités luttent, il faut trouver un troisième terme ou un autre terme qui absorbe les deux autres et fait que les deux autres n'existent plus dans leur identité propre. Et là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que l'orientation sexuelle absorbe les trois réalités, sexe biologique, sexe social et sexe psychologique, et en même temps leur permet, les fait cesser d'exister dans leur pureté, si je puis dire. Alors, vous voyez, cette situation actuelle, elle entraîne énormément de tensions, puisque lorsque vous allez commencer à questionner l'identité sexuelle, si vous réduisez l'identité sexuelle au sexe biologique, on va vous opposer que vous attaquez la psychologie, ou que vous êtes dépendant de votre société, ou alors que vous attaquez l'orientation sexuelle des personnes. Et inversement, si vous êtes que dans le psychologisme, c'est pareil, vous niez la biologie. Si vous êtes que dans le social, vous niez la biologie et la psychologie, et ainsi de suite. Alors, la dialectique, sur laquelle repose, la dialectique, le débat, le mot dialectique veut dire le débat. La dialectique sur laquelle repose cette question-là, elle repose sur deux conceptions philosophiques. La première, c'est « je suis un corps », et cette parole, elle est de Nietzsche. En fait, pour être plus précis, Nietzsche déclare « je suis corps tout entier et rien d'autre ». La deuxième conception, c'est une conception de Descartes, René Descartes, et c'est « j'ai un corps ». Pour toutes les personnes qui ont pris l'option de Descartes, « j'ai un corps », eh bien, en fait, ils introduisent une distinction entre le mot « corps » et le « je ». C'est-à-dire que vous allez dire que le « je » est différent du corps. Donc le « je » n'est pas réellement corporel. Le « je » est autre chose. Et alors là, la plupart du temps, les personnes vont dire « bah oui, ce qui est le « je », c'est l'âme, c'est la conscience, c'est le sujet, et vous prenez plein d'autres choses. » Alors cette posture, on appelle ça une posture dualiste, et en fait, elle n'est pas tenable. Parce que les personnes qui vous disent « j'ai un corps » ou « je ne suis que ma conscience » ou « je ne suis que mon âme » ou « je ne me suis que mon intelligence », en fait, ces personnes-là vivent dans un dualisme, c'est-à-dire qu'elles refusent une dimension de leur personne comme n'étant pas une partie de leur personne. Je m'explique. Vous avez certaines personnes, c'est souvent des personnes qui avancent un petit peu dans l'âge et qui commencent à vous dire « oh, vous savez, moi je suis jeune dans ma tête ». Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que si réellement elles sont jeunes dans leur tête, ça veut dire que vous avez un jeune dans un corps de vieux. On est jeune dans un corps de vieux. Heureusement que ce n'est pas le cas, et heureusement que le je a autant vécu que le corps. Heureusement qu'il a autant d'expérience que le corps. Le corps aussi n'est pas un avoir. Vous savez, quand vous traversez la rue et qu'il y a un bus qui fonce sur vous, vous vous dites pas « Ah tiens, si mon corps se fait percuter,
Bon, bah, on verra plus tard. Je sais pas ce qui risque de se passer. Le jeu va arriver, voilà. Non, non, non. Personne ne vit comme cela. Et d'ailleurs, vous allez le voir, le j'ai un corps ne fonctionne pas dès lors que vous envisagez la question somatique, psychosomatique de la personne. Vous avez des personnes qui se mettent à avoir très très mal au dos quand elles portent beaucoup de choses au niveau intime, vous voyez. Il y a des personnes qui se rongent les ongles. Pourquoi on se bouge Il y a des personnes qui se bouffent les doigts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe. Ils se bouffent les ongles. Ils se mangent littéralement eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que justement, il se passe quelque chose dans le jeu. Je suis un corps, en fait, ça veut dire que je suis matériel. Et en ce sens-là, il est vrai qu'on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire que si vous commencez à dire simplement « je suis matériel », en fait, ça n'est pas possible. Il y a des dimensions en vous qui transcendent la matière. Mais en fait, quand vous dites « je suis un corps » ou un corps vivant, vous dites une réalité qui est tout à fait singulière. Et je pèse le mot singulier. Je suis un corps, c'est je suis tel corps, et pas celui d'un autre. On va voir ce que ça va impliquer. Dans la destinée humaine, il y a une trajectoire que l'être humain ne peut pas esquiver. C'est qu'il va y avoir une triple dimension. Pour certaines personnes dans le public, ils ont l'habitude de cette triple dimension, ils l'ont vu avec moi il n'y a pas si longtemps. Mais en gros, vous avez 3 actes à poser dans votre vie. Le premier acte, c'est un acte d'autopossession vis-à-vis du corps. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à intégrer toutes les dimensions de votre personne. Et cette intégration se fait au niveau singulier. C'est très important de le comprendre par rapport à l'identité sexuelle. Parce que ici, nous désignons ce qu'on appelle le sexe psychologique. Il va falloir, dans un premier temps, que notre psychologie investisse, intègre notre corps. Et alors, vous voyez, entre 2 femmes, ce sera complètement différent. Il y a certaines femmes, dès qu'elles ont leurs règles, ça leur fait un mal de chien, elles sont à terre pendant 4 jours. Il y a certaines femmes qui, elles ont leurs règles, à la limite, elles ont une petite tension au niveau de l'abdomen, mais c'est rien du tout. Vous avez certains hommes qui sont sursensibles à la production de testostérone en eux. Et il y a certains hommes qui ne le sont absolument pas. Il y a certains hommes qui sont sensibles aux phéromones, d'autres hommes qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Par exemple, il va falloir aussi intégrer votre taille. Il va falloir intégrer vos capacités cognitives, vos capacités émotionnelles, vos différents vices, vous voyez, vos différentes tendances qui ont tendance à aller d'un côté ou de l'autre. Bref, cette autopossession, cette réappropriation de soi, cette intégration de soi, en réalité, c'est le travail de toute l'enfance et toute l'adolescence. C'est quelque chose qui est compliqué et qui met du temps. À partir de là, une fois que vous êtes pleinement dans votre corps, vous savez, il y a des thérapies qui visent à retrouver ça. La méditation pleine conscience, les thérapies vitoses, etc. C'est des thérapies qui visent à se réapproprier le corps. Pour éviter d'être dans cette dialectique, dans ce dualisme entre le jeu et le corps. Il y a des personnes qui peuvent vous témoigner le fait qu'elles ont toujours l'impression d'être en dehors d'elles-mêmes, qu'elles ont du mal à se réincarner. Eh bien, il y a tout un travail de réappropriation de soi. Deuxième acte, l'automaîtrise. L'automaîtrise, c'est le deuxième acte que nous devons poser dans notre vie. C'est que toutes ces dimensions que nous avons acceptées en nous, il va falloir que nous le réinvestissions par notre intelligence et par notre volonté. C'est-à-dire que je ne vais pas subir en permanence mes désirs, mes sens, mes colères, mes espoirs, mes désespoirs, mes tristesses, etc. Je ne vais pas les subir, je vais essayer d'en prendre la maîtrise. Alors attention, prendre la maîtrise de ces émotions ne veut pas dire les brider, les anéantir, les faire disparaître, absolument pas. Le fait de maîtriser les émotions veut dire que nous devons avoir un gouvernement, j'aime bien ce que dit Aristote par rapport à ça, il parle d'un gouvernement politique. Nous devons avoir un gouvernement politique avec nos passions. Il faut que nous soyons capables de dealer avec eux, d'être en concertation avec nos passions. Exemple, lorsque je désire faire quelque chose, eh bien, mon intelligence doit m'éclairer pour me dire, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est vrai ?
Est-ce que ça me comble? Est-ce que réellement ça me conduit au bonheur ou pas? Si c'est pas le cas, eh bien ma volonté va devoir décider de mettre cette position, cette opportunité de côté. Ça, c'est l'automaîtrise. La troisième, c'est l'autodétermination. C'est une fois que j'ai réussi à réintégrer qui j'étais, une fois que j'ai réussi à maîtriser mes passions et le remettre sous le joug de la raison et de la volonté, eh bien je vais devoir me déterminer. Aujourd'hui, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on veut tout de suite passer à l'autodétermination. Ça va être les hyper-volontaristes, vous voyez, c'est ceux qui vont vouloir être telle ou telle chose. C'est-à-dire que des personnes qui vont vous dire « Moi, je veux être, je sais pas, un chat ». Vous avez des personnes, vous avez une femme notamment aux États-Unis qui a fait plein de chirurgie esthétique pour ressembler au maximum à un chat. Vous avez des personnes qui disent « Voilà, je veux ressembler à Barbie. Je veux être le chef du monde, je veux être le roi du monde, etc. » Bref, tout de suite dans l'autodétermination, sans l'automaîtrise et sans l'autopossession. Il y a des personnes qui veulent arriver à l'automaîtrise sans l'autopossession. Et ça, vous avez le courant qui est un peu plus ce qu'on appelle le courant transhumaniste ou hyper-technicien, qui veut que l'art et la technique puissent nous permettre d'avoir une maîtrise sur nous-mêmes. Vous avez des puces à orgasme, par exemple, qui sont en train d'essayer d'être développées. Vous avez des anesthésies de la colère par certaines molécules. Vous avez plein de choses qui vont nous permettre d'avoir un semblant de maîtrise par l'artifice. Et ensuite, vous avez les personnes qui se contentent simplement d'être dans l'autopossession. Donc on réintègre toutes nos dimensions, mais sans jamais les maîtriser et sans jamais se déterminer avec. Une fois qu'on a posé ça, on peut réaborder la question de la sexualité. Le sexe, ça vient du latin secare, qui veut dire diviser, séparer. Et c'est très étonnant que nos ancêtres aient appelé le sexe du nom de séparer, alors que c'est l'organe par lequel on peut s'unir. C'est très étonnant qu'en fait ils aient fait ce choix-là. Ils auraient pu appeler ça union, tout simplement. L'organe de l'union, etc. Non. Le sexe, c'est ce qui sépare. Pourquoi? Parce que, et c'est très très sage, vous ne pouvez unir que ce qui est séparé. Vous ne pouvez pas unir ce qui est en fusion. Ce qui est mélangé complètement et dont on ne distingue plus rien. Vous ne pouvez unir que ce qui est séparé. Alors, ça c'est au niveau sexuel. Au niveau sexuel, et même de manière très physique, et pardonnez-moi ces détails triviaux, mais ça fait partie de la réalité, le sexe, il y a un sexe qui a une capacité pénétrante, et il y a un sexe qui a une capacité à être pénétré. Et cette réalité tangible et matérielle manifeste que la séparation des sexes et leurs dimensions différentes permettent une union. Alors justement, la dimension sexuelle, elle se définit, le sexe se définit comme une tendance vers un autre en vue d'y être uni. Lorsque nous avons un désir sexuel, une pulsion sexuelle, c'est une tendance vers un autre en vue d'y être uni. Alors je ne vous parle pas des actes masturbatoires, parce que en réalité l'acte masturbatoire n'est qu'une illusion, que le sujet se fait à lui-même, alors que lui-même est en tendance vers un autre, en fait il fait croire à son sexe qu'il est uni à quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle de l'union, on parle de quel type d'union? Alors, est-ce qu'on parle de l'union des essences des personnes? Rassurez-vous, non. Aucune personne n'a envie d'être unie essentiellement à une autre. C'est-à-dire que faire fusionner nos natures, vous voyez, complètement disparaître en l'autre, se fondre en l'autre. Alors oui, il y a des personnes qui ont des tendances fusionnelles, évidemment, mais la fusion des essences n'est pas possible en raison même de notre matière, en fait, tout simplement. Donc cette tendance vers un autre, en vue d'y être uni, est-ce que c'est une union des matières? On l'a vu, ça ne peut pas être des essences, ça ne peut pas être des matières, puisque votre corps ne disparaît pas. Le sexe qui pénètre un autre ne disparaît pas en réalité. Il garde toujours les limites propres de son corps. Il y a une union qui est faite, il n'y a pas une fusion qui est faite. Donc il n'y a pas une union des matières, il y a une union des corps par le biais d'un organe. Alors est-ce que c'est une union de la faim?
Eh bien là, on arrive à quelque chose d'un peu plus juste. Le sexe, c'est une tendance vers un autre en vue d'y être uni dans la fin, dans la finalité. Alors la finalité du sexe, elle est multiple. Vous avez le plaisir, vous avez l'affection, vous avez l'amour, vous avez l'amusement, vous avez la procréation, évidemment, vous avez tout un tas de réalités, et si les deux protagonistes qui sont dans une union sexuelle ont la même fin, alors le sexe convient comme moyen pour s'unir. Exemple, deux personnes veulent prendre leurs pieds ensemble, eh bien, le sexe va être un moyen de s'unir à l'autre par la fin, en fait, que l'on vise ensemble. Quand je dis la fin, la finalité, entendez l'objet de ma volonté, ici, et ce à quoi j'aspire. Alors, est-ce qu'il va y avoir une autre union ? Oui, c'est une union de l'efficience. Évidemment, pour se faire plaisir, il va falloir que l'un bouge d'une telle manière et que l'autre réponde à ce mouvement d'une telle autre manière. Et dans le cas de l'homme, de l'être humain, ça va être aussi dans le cadre d'un dialogue, d'un consentement, de tout un tas de rituels aussi qui vont être autour de cet acte sexuel et qui vont lui permettre d'aboutir à une même fin ensemble. Alors vous comprenez bien que je vous parle du sexe et de l'union après vous avoir fait tout un historique sur l'identité sexuelle. Pourquoi j'ai procédé de la sorte ? Parce que en réalité, toute la dimension sociale, toute la dimension culturelle, elle a pour vocation d'aider les personnes à s'unir l'une l'autre dans la fin et dans l'efficience. Les rôles sociaux, les parades amoureuses qu'on a mis en place culturellement, n'avaient comme finalité que le fait d'unir les protagonistes polarisés sexuellement. Et notamment, dans l'unité de la fin, le but de tout le sexe social, c'était une amitié entre les personnes. Entre l'homme et la femme, eh bien, il y a eu une invention culturelle, faite dans plein de cultures, dans le but de favoriser une relation. Et une relation qui soit la meilleure possible, à savoir l'amitié. Dans nos sociétés occidentales, on a évolué, on a énormément évolué, en fait, vis-à-vis de cette amitié conjugale ou de cette amitié entre les personnes polarisées sexuellement. Ce que l'on visait, pendant longtemps, c'était de canaliser la brutalité masculine et de manifester la maternité féminine. Vous voyez, c'est très important en fait de comprendre que sociologiquement, la culture occidentale a eu tendance à mettre l'accent sur ces deux réalités. Canaliser la brutalité masculine, magnifier la maternité féminine. Pourquoi ? Pour que l'homme, de par sa brutalité, le mette au service de plus faibles, à savoir une maman et ses enfants. C'est très caricatural ce que je suis en train de vous faire, c'est très historique, il y a beaucoup de documentation dessus, je vous invite à y jeter un coup d'œil, mais comprenez bien que ce n'est pas du tout les mêmes points d'accentuation qui ont été dans les sociétés orientales, dans les sociétés africaines, dans les sociétés aussi que vous allez trouver outre-Atlantique, dans les sociétés que vous allez trouver sibériennes, etc. Ça ne va pas être les mêmes. L'accentuation que vous allez voir dans telle ou telle société va être une accentuation qui va essayer culturellement de permettre une meilleure amitié entre les protagonistes. Vous voyez notamment, par exemple, le cadre de la polygamie que vous pouvez observer dans les sociétés orientales, elle vise à protéger les femmes. C'est paradoxal, mais c'est ça la visée de cette chose-là.
le mariage occidental vise à protéger quoi? Les enfants. C'est ça le sens du mariage civil et occidental. Vous avez tout un tas de rites culturels qui ont été inventés dans le but de favoriser une amitié, une concorde. Alors, cette amitié et cette concorde va même aller plus loin, puisque vous allez pouvoir avoir une unité de la fin au niveau de la contemplation. Je reviens par rapport à Isor, comment la polygamie peut-elle protéger les femmes? Parce que en réalité, la polygamie ne peut pas se réaliser dans les sociétés orientales sans contrat, enfin l'équivalent d'un contrat, sans mariage établi. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des situations de rapt ou des situations de harem, eh bien vous engagez des mariages polygames qui ont pour but de protéger les femmes et de leur donner un statut, un nom. Contrairement au harem où les femmes n'ont pas de nom. Elles n'ont pas de réalité, elles sont juste dans une espèce de prison dorée, mais une espèce de prison. Vous voyez, alors je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est le mieux, je dis simplement que c'est une tentative qui a été faite. L'unité de la fin, c'est aussi au niveau de la contemplation. La contemplation, c'est que vous allez être capable de voir autrui, ou toute chose que vous cherchez à contempler, dans ses causes les plus hautes, et vous réjouir de la nature de la chose que vous contemplez. Alors, pour ce qui est de l'autre, pour ce qui est d'autrui, au niveau de l'identité sexuelle, tout l'aspect culturel avait pour but de manifester que les différences entre les deux polarités sexuelles étaient une bonne chose. Ça n'était pas mauvais, cette différence. C'était même une richesse. Alors, l'accentuation occidentale, notamment au niveau du 19e siècle, on a refusé aux femmes le fait de travailler parce que c'était un moyen de montrer que le mari avait suffisamment de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille sans que la femme ait besoin de travailler. Donc, en fait, au début, les femmes ont été écartées du monde du travail par un souci d'étalage de richesse. Mais toute la société occidentale, de par sa culture, a essayé de manifester que la femme, la féminité de la femme, était une bonne chose. De par sa maternité, de par sa beauté, de par sa douceur, de par ça, tout ce que vous voulez, vous mettez toutes les vertus qu'on a dit féminines, mais qui ne sont en fait que des espèces de polarisation, d'accentuation, pour que nous puissions être capables de les contempler. Parce que tout le monde pourra très bien dire, un homme peut très bien être doux, un homme peut très bien être beau, un homme peut très bien être ainsi de suite, ainsi de suite. Une femme peut faire preuve de détermination, de force, de tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais en réalité, le but était culturellement d'accentuer certains points pour que l'homme et la femme puissent se contempler mutuellement. Alors vous comprenez bien que le sexe social a pour but de supporter la possibilité d'une amitié et de la contemplation. Là où aujourd'hui, les détracteurs, en fait, des identités sexuelles vont dire que puisque le sexe social et culturel est construit, il faut le détruire pour reconstruire quelque chose, eh bien, le fondement de ce sexe culturel et de ce sexe social avait pour vocation l'amitié et la contemplation. Alors pourquoi on en est venu à vouloir le détruire? C'est parce que on a oublié que la finalité, c'était l'amitié et la contemplation, et donc on a fait des valeurs sexuelles, des valeurs absolues. La douceur féminine n'est plus devenue une possible contemplation de ce qu'était la femme, mais est devenue une obligation féminine. La force masculine n'était plus quelque chose que l'on pouvait contempler, que l'on pouvait admirer, mais est devenue une obligation pour les hommes. Il fallait que les femmes soient douces, il fallait que les femmes soient mères, il fallait que les femmes soient responsables du foyer, il fallait que les hommes soient guerriers, il fallait que les hommes n'aient pas d'émotion, il fallait que les hommes soient forts, et il fallait que les hommes soient des bourreaux de travail. Vous voyez, le fait d'avoir fait passer la valeur intrinsèque qui fondait l'amitié et la contemplation à une valeur sociale de normes obligatoires va faire que nécessairement des personnes ne vont pas s'y retrouver. Et vu qu'elles ne s'y retrouvent pas, elles vont l'envoyer péter, l'envoyer balader et se battre contre. Et on peut le comprendre,
C'est-à-dire qu'une femme, admettons une femme qui a un tempérament de feu, qui n'est absolument pas dans la douceur mièvre, etc., qui n'est pas dans la beauté plastique que l'on nous vend culturellement en permanence, eh bien, elle peut être énormément frustrée à cause de cela et ne pas se reconnaître. Et donc, de manière un petit peu, et on peut le comprendre de manière un peu stupide, la culture va lui dire, puisque tu n'honores pas les dimensions féminines que nous avons mis en place comme normes sociales et culturelles, alors c'est que tu honores l'autre polarité, et donc tu es un garçon manqué. Ou alors un homme qui a tendance à avoir de la douceur, qui a tendance à avoir tout ça, on va parler d'hommes efféminés. D'hommes qui finalement ou alors des termes peu élogieux et ainsi de suite. Alors on va voir que cette unité de la fin se conjugue avec une unité de l'efficience. L'efficience des corps. Dans un premier temps, le but de notre sexualité et de tout notre appareil sexuel, à savoir les chromosomes, les hormones, les phéromones, les organes, le développement du corps, etc., ont pour but que nous soyons capables d'agir avec l'autre. Et il faut comprendre ça pour les féministes qui sont... parce que tous les féministes ne sont pas du tout comme ça, et vraiment, il ne faut pas les mettre tous dans le même bateau. Mais il n'empêche qu'il y a certains féministes qui sont persuadés que c'est en faisant lutter la femme contre l'homme qu'elles arriveront à leur fin, ou qu'elles arriveront à la cause féministe. C'est une stupidité patente. C'est terrible en fait de penser ça. Aucune espèce animale ne peut subsister si les deux polarités de l'espèce n'arrivent pas à s'entendre. Une société que de femmes, le mythe des Amazones, une société que d'hommes, en réalité c'est une société, d'une part au sens purement biologique, stérile, mais au sens affectif, au sens psychologique, stérile aussi. Et c'est terrible. Donc l'unité de l'efficience, c'est que tout notre appareil sexuel a pour vocation de nous aider à agir avec l'autre. Alors au niveau du corps, c'est assez particulier, puisque on le voit bien, quand vous avez un ami ou une amie qui est d'un sexe différent de vous, eh bien vous allez pouvoir faire des choses avec lui ou avec elle qui est complètement différent de ce que vous pourriez faire avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être au niveau du corps, je reste d'abord au niveau du corps. Au niveau du corps, ça va être, par exemple, les passions. Je vous donne un exemple, une femme est complètement flamboyante, elle a un peps énorme, elle prend des décisions tout le temps, elle est active, etc. Lui, à côté, il est timide, il ose pas trop, mais il est très profond, il est énormément dans la réflexion, il comprend beaucoup de choses, etc. Et bien l'un et l'autre vont pouvoir s'aider, vont pouvoir être dans une unité d'efficience. Si lui, il essaye d'être différent de ce qu'il est, à savoir un homme flamboyant, un caractère de feu, poser des décisions, prendre des décisions en permanence, etc., et ben en fait, il va être énormément frustré. De la même manière, si elle essaye d'être toute douce, d'être toute timide, d'être toute gentille, d'être tout va bien, et bien en fait, elle va être très très frustrée. Et donc, et ça vaut entre deux femmes, entre deux hommes, entre un homme et une femme, etc. Alors, ça peut être une union aussi des intelligences. Et alors là, on va aller plus loin parce que la dimension corporelle peut affecter notre intelligence. Alors, attention, je ne vous parle pas des pseudosciences qui vont vous dire il y a un QI plus élevé chez telle ou telle polarité sexuelle, qui vont vous dire qu'il y a une plasticité du cerveau qui est plus grande, qu'il y a des hémisphères qui se divisent, etc. Non, c'est pas ça dont je veux parler. Je veux juste dire que le vécu féminin psychologique et le vécu masculin psychologique peuvent admettre des différences. Je m'explique. Le vécu féminin psychologique, qu'est-ce que j'appelle le vécu féminin psychologique ? Eh bien, le fait d'avoir ces règles tous les 28 jours, quand on est réglé, eh bien, ça va entraîner une compréhension et une ouverture sur le monde différente de si vous n'êtes absolument pas cyclique. Et c'est normal. De la même manière, je ne sais pas, une hyper-réactivité au niveau de la testostérone va donner une appréciation du monde qui va être complètement différente que quelqu'un qui n'en a pas. Et ça vaut entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme. Le plus fort, c'est l'union des volontés.
Et alors là, c'est là où on rejoint l'union de la fin, l'union des volontés. C'est qu'on va se retrouver, lorsque l'on questionne toute la question de l'identité sexuelle, face à un grand oublié, c'est qu'on va parler du désir, donc de l'orientation sexuelle, on va parler de le sexe psychologique, on va parler du sexe gonadique, on va parler de tout cela, mais on va oublier profondément le fait que l'être humain est un être humain libre, qui est capable de choisir, qui est capable de décider, qui n'est pas obligé de tout le temps tout subir. Et entre deux personnes, les dimensions sexuelles vont influencer la capacité d'unir leur volonté. Une des choses qui est absolument merveilleuse, et moi je ne cesse de m'en émerveiller comme philosophe, c'est que il y a des unions sexuelles qui sont fécondes. Mais comprenez bien que ce qui existe dans le monde matériel, biologique, existe aussi au niveau des facultés intellectuelles et spirituelles. Il y a des unions de volonté qui sont fécondes. Et c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas viser la lutte en permanence entre les homosexuels, les hétérosexuels, les transgenres, les hommes, les femmes, etc. Il faut viser une unité, une union en fait des volontés en vue du bien, et en vue notamment du bien commun, évidemment. Donc la sexualité humaine, et il me reste 3 minutes, pour la résumer, c'est, d'un point de vue très biologique, c'est une disposition corporelle à engendrer avec un autre. Comprenez bien que le fait de dire ça n'est absolument pas réducteur, c'est une réalité. Notre corps est disposé d'une certaine manière pour engendrer avec un autre, soit hors de soi, et donc ça c'est la disposition corporelle que l'on a appelée masculine, qui est capable d'engendrer dans un autre, avec un autre, soit en soi, à l'intérieur de soi, et ça c'est la dimension corporelle plutôt féminine, qui est capable d'engendrer avec un autre en soi-même. Mais la sexualité humaine va aussi être cette disposition naturelle à s'unir à un autre. Et on l'a vu, donc on n'est plus dans la dimension simplement corporelle, mais la dimension aussi rationnelle, intellectuelle, volontaire, la dimension affective, la dimension passionnelle. Cette sexualité humaine nous prédispose à nous unir à un autre. Et enfin, c'est une disposition naturelle à une relation avec un autre. Et j'aimerais terminer par cela, parce que la sexualité humaine est forcément un relatif. C'est là où notre société individuelle a fait énormément de mal. J'ai pas pu en parler parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais Judith Butler dit que le trouble dans le gender, la théorie du gender, s'adresse particulièrement aux Français, parce que les Français ont eu Sartre, qui a préparé le terrain. Or, qu'a fait Sartre dans L'être et le néant et ainsi de suite, et dans d'autres choses, c'est qu'il a renfermé l'homme sur son individualité, sur sa réalité de sujet. Et toute relation avec un autre est vue comme une aliénation possible de moi-même. Et donc, on va être dans une peur et dans une crainte vis-à-vis de la relation à l'autre. Or, tout ce qu'on appelle la sexualité humaine, sexualité chromosomique, gonadique, affective, psychologique, sociale, d'orientation sexuelle, vise la relation avec un autre. Et donc c'est ce que nous devons essayer de chercher, et c'est ce que nous devons essayer de trouver lorsque nous travaillons avec des personnes qui travaillent sur la question de l'identité sexuelle. Quel est le support culturel qui permet le plus une relation avec un autre? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions. Salut petit fripounet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Fais-moi penser, à commenter et partager les vidéos. Mais un j'aime, ça coûte rien et ça fait plaisir. Bon, tu m'excuseras, je dois l'épicer. Incontinence à la con. À bientôt les lutins.